très longtemps que je n'avais pas fait ce sujet-là. J'avais fait un tour de boost de best sur l'Allemagne, sur la France, sur je pense que j'ai pas fait pour le j'ai fait pour la France, l'Argentine, le Cameroun, l'Italie. J'ai fait encore sur la France avec des milieux de terrain. C'est vrai que la France c'était des attaquants français, je pense. Et là, je vais faire sur les meilleurs joueurs de l'histoire du football allemand. C'est très très compliqué de faire ça. Le truc sur les meilleurs joueurs de l'histoire du football allemand, c'est que déjà c'est un immense pays de football, un pays que souvent qu'on a souvent réduit à des pays de bourrins, les Allemands ne sont que des bourrins qui savent pas jouer au foot. Je dis pas qu'ils savent pas qu'ils jouent au foot, mais qui ne sont pas des techniciens, alors que je peux citer énormément de joueurs allemands qui étaient fabuleux. Qui étaient des fabuleux manieurs de ballon. Un pays qui a été immense dans l'histoire. Moi, historiquement, j'ai toujours l'impression que pour moi, c'est le plus grand pays européen de l'histoire du foot. Tout juste, j'appelle le Brésil. Historiquement, pour moi, je mets les Allemands derrière. Par rapport à l'histoire, par rapport à leur... pendant très longtemps leur maintien au niveau, c'est c'est 4 coupes du monde. L'Allemagne c'est combien? Je crois c'est 4 coupes du monde, 2 à 3 euros si je ne me trompe pas. Je crois que c'est 3 euros qu'ils ont gagné. Et c'est un pays un immense impact sur le football. Peut-être ostracisé par malheureusement un peu le regard un peu de l'histoire par rapport un peu à l'histoire, le nazisme et tout, et ce qui fait qu'on les a un peu ostracisés dans le football par rapport à ça. Mais globalement, l'Allemagne est un immense pays de football. Donc moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un peu les joueurs qui ont été marquants dans l'histoire du pays. Ils sont énormes. Il y en a trop. Je peux même pas commencer. C'est pas par où commencer. Il y en a fucking trop. Il y en a fucking trop dans ce pays. Mais on va essayer de faire un peu ce truc-là globalement. Et je vais citer parmi les joueurs un peu qui, moi, personnellement, m'ont marqué. Dans ce pays-là, c'est pas forcément objectif. C'est vraiment purement subjectif. Ce sera vraiment par rapport à ma sensibilité et par rapport aussi à mes connaissances. Sûrement, il y a des joueurs que certains gens du public pourraient me citer et je suis libre à écouter. Mais d'abord, on fera ce sujet sur tous les joueurs allemands. Tous les joueurs allemands qui m'ont marqué le plus. Je vais citer 5 à 10 joueurs qui m'ont marqué. D'abord, pour commencer, je vais citer Wolfgang Overath. Wolfgang Overath est un peu un joueur très méconnu de l'histoire du football allemand. Alors que à son époque c'était une légende. Je pense aussi qu'il souffre du fait d'avoir joué dans un club comme Mönchengladbach, même si Mönchengladbach dans les années 70 c'était un club qui avait énormément de succès. Je sais même pas s'ils avaient gagné une Coupe d'Europe, mais ils avaient gagné si je me trompe pas, le championnat à l'époque là. Fabuleux gaucher, hyper technique sur le milieu de terrain. Parfois on dit souvent ouais les Allemands ne sont pas techniques. Allez voir comment Wolfgang Overath jouait. Je vous assure que c'était un régal pour les yeux. C'est quelqu'un qui a été champion d'Allemagne à Cologne. Il a connu c'était Cologne en fait. Il a connu qu'un seul club, Cologne. C'est un peu la légende un peu de Cologne un peu. Il y a souvent, on parle souvent de Podolski, mais avant Podolski, il y a Overath, il a gagné un championnat et deux coupes d'Allemagne, c'est tout. Mais c'est le mec qui a été champion du monde en 74. Il était déjà en 66 à l'équipe où ils étaient deuxième, et déjà en 70 où ils étaient troisième, et ils ont le palmarès
ne montre pas le fabuleux joueur qu'il était. C'est quelqu'un un peu qui a été oublié par l'histoire. Mais quand je vois souvent les images de l'équipe 74 de l'Allemagne, là, j'aime beaucoup parler de ce gars-là. Parce que, waouh, il était trop beau à voir. Allez voir les images du gars. C'était très fin, très technique, très habile un peu sur le terrain. C'est un des joueurs, quand j'ai refait un peu l'histoire un peu du football de ce pays-là, God bless mon oncle, qui m'a beaucoup éduqué un peu sur le truc. Wolfgang Royan, c'était un fabuleux joueur, et un gars qui m'a marqué un peu dans l'histoire du football allemand. On va rester un peu toujours dans le même profil. Jürgen Klinsmann. Number 9, Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmann est même le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde allemandes. Jürgen Klinsmann, c'est vraiment l'homme des Coupes du Monde en Allemagne. Que ce soit la Coupe du Monde 90, que ce soit la Coupe du Monde 94 et que ce soit même la Coupe du Monde 98, il a toujours été quelqu'un qui plante énormément de buts du club. Oui, les gens voient un Klinsmann en ce moment comme le coach politique, mais sachez que ce joueur-là a été un immense joueur de football. L'attaquant racé, buteur, puissant un peu devant l'attaque, qui les trucs. Il a presque tout gagné un peu dans sa carrière, sauf peut-être la Ligue des Champions. Il a été champion d'Europe, il a été champion du monde. Il a gagné une Bundesliga avec le Bayern, il a gagné une Coupe de l'UEFA avec le Bayern, 2 Coupes de l'UEFA, une encore avec l'Inter. Donc, il a été un immense joueur, mais il a manqué un peu la Ligue des Champions pour couronner toute sa carrière phénoménale. C'est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du foot, de la sélection. Je crois qu'il est dans le top 10 ou top 5, top 3 même, je pense. Il était incroyable buteur, toujours en train d'harceler la défense, toujours en train de trucs. Et pour moi, c'est l'homme des Coupes du Monde. Il est, quand vous voyez un peu le classement même des meilleurs buteurs de Coupe du Monde, il est parmi les 10. Il y a beaucoup d'Allemands, hein. Beaucoup d'Allemands sont parmi les meilleurs buteurs de l'histoire du mondial. Il y a beaucoup d'Allemands qui sont parmi les meilleurs buteurs de l'histoire du mondial et il en fait partie. Jürgen Klinsmann, pour moi, c'est un peu le joueur, quand tu me parles d'Allemagne et autres, tout, l'attaquant qu'il était, l'un des premiers visages qui me vient en tête, c'est lui. Jürgen Klinsmann, un peu et autres, tout. C'est quelqu'un qui a marqué vraiment mon enfance. Et je voulais le citer un peu par là. Une carrière en club très bien entre l'Inter, Monaco et Bayern de Munich. Il a été un peu vivace et tout, mais moi, je pense que sa meilleure période, c'était à partir de l'Inter de Milan, je pense. Et un peu la résurrection de sa carrière, un peu au Bayern de Munich, un peu dans les années 90, là, où ils avaient gagné la Coupe de l'UEFA, là. Mais c'est un fabuleux joueur de football. Je sais qu'un peu les jeunes générations savent pas trop qui il est, ou des trucs comme ça. Mais, allez regarder et tout. Jürgen Klinsmann, incroyable. Puis, Yuri Seeler. Je sais pas si vous connaissez ce gars-là. Yuri Seeler, c'est un peu l'attaquant phare un peu du football allemand. Je sais pas si je dirais que c'est le premier star du football allemand. Et ça, c'était un buteur racé. C'est-à-dire que même quand tu vois même ses stats là où il jouait à Bourg, le boy, il avait joué 476 matchs, il avait marqué 400 buts. 404 buts. Après, il avait joué dans un club là qui s'appelle Corps Celtic. Il avait fait un match, il avait marqué 2 buts. Buteur racé. On parle souvent de Gerd Müller, mais Yuri Seeler et autres et tout, c'est un immense joueur de l'histoire du football. Immense joueur, encore parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection. Il a été joué pour un seul club. Je pense toujours que c'est peut-être même le meilleur joueur de l'histoire de ce club-là, Hambourg. Champion d'Allemagne à Hambourg avec 1960. Et surtout, l'un des grands joueurs aussi de l'histoire de la Coupe du Monde, parce qu'il en a participé à 4 Coupes du Monde, un peu, Yuri Seeler. Je crois qu'il a participé à la même Coupe du Monde de Pelé, et il est parmi les meilleurs buteurs aussi. Il y a beaucoup d'Allemands, hein, beaucoup d'Allemands. Quand je compte bien, il y a énormément d'Allemands qui sont parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Les meilleurs canonniers de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est beaucoup des Allemands. Yuri Seeler en fait encore partie.
Il en fait encore partie et avec ça, c'est quelqu'un qui a marqué aussi son époque et tout. Malheureusement, la malchance qu'il a lui, c'est qu'il n'a jamais pu remporter la Coupe du Monde. Il n'a jamais pu remporter ce gars-là, malgré le fait qu'il ait participé 4 fois. C'est un joueur qui mérite d'être cité aussi dans l'histoire du football allemand et tout. Donc voilà, c'est quelqu'un aussi que j'ai un peu regardé aussi son histoire un peu. Puis je vais les citer, c'est le joueur préféré de mon oncle. Bon, mon oncle pense même souvent que c'est mon oncle pensait que c'était peut-être le joueur allemand de tous les temps. Lothar Matthaus. Lothar Matthaus. Qu'est-ce qu'il a dit sur Lothar Matthaus? Lothar Matthaus, c'est... Est-ce qu'il a dit quelque chose sur le gars là? Je sais que peut-être les jeunes générations ne savent pas qui il était. Lothar Matthaus, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Top 3, hein, franchement. Franchement, Matthaus, je pourrais le mettre dans le top 3 des meilleurs joueurs allemands de tous les temps. Quelqu'un qui a commencé le football très jeune, et qui a brillé même très jeune. Il était à l'équipe nationale déjà en 1980. En 1980... C'est-à-dire en 1980, quand il gagnait l'Euro, même si c'était pas lui qui était titulaire, c'était Ben Schuster. Je vous parlerai de Ben Schuster un autre jour. Et Lothar Matthaus, c'est quoi? C'est 5 Coupes du Monde. Il a joué en 5 Coupes du Monde. C'est un palmarès de ouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bundesliga. Une Coupe du Monde. Une Coupe d'Europe avec le championnat allemand, avec l'Allemagne. Une série avec l'Inter, la Coupe de l'UEFA. La seule chose qu'il n'a jamais pu gagner, c'est la Ligue des Champions. C'est un truc. Le rival de Maradona, comme lui-même le dit, c'était vraiment le rival de Maradona. Dans les années 80, si Maradona a eu un rival, c'est bien Lothar Matthaus. Que ça soit pour les Coupes du Monde 86 et 90, la Coupe du Monde 86 où l'Argentine gagne, puis 4 ans plus tard où la Coupe du Monde 90, c'est l'Allemagne qui gagne avec Lothar Matthaus qui jouait. Il a joué beaucoup de postes, hein. Matthaus, il a joué milieu de terrain, milieu offensif, milieu défensif. Après, il a fini en libéraux, je pense. Fabuleux joueur qui avait 56 poumons. Il est l'un des rares joueurs à avoir joué jusqu'au très haut niveau. Il a fini à l'école, il a fini le football à 38 ans. Bon, maintenant, c'est un peu le truc, les Messi, les Cristiano Ronaldo sont un peu en train de regarder ce genre de truc là. Mais à l'époque, quelqu'un qui finit à 38 ans à un âge assez avancé, c'était pas évident. Tu mets des et autres et tout, mais l'un des joueurs les plus marquants des années 90, tu me parles aussi d'Allemagne, l'un des visages que je vois, l'incarne l'Allemagne, mon oncle, il en parle. Ne vivait que pour ce gars, je me rappelle encore mon oncle, comment il était... je me rappelle mon oncle comment il était dévasté pendant 4 jours. Il a été venu chez nous pour voir la finale de la Ligue des Champions 99 contre le Bayern. Mon oncle, je ne pourrais jamais oublier ça. Quand le Manchester gagne et qu'il y a cette image de Matthaus sur le banc comme ça et on sait qu'il ne gagnera jamais la Ligue des Champions là. Mon oncle était dévasté pendant 4 jours, 5 jours. Il a parlé à personne. Je vous assure que si je connais le Lothar Matthaus, c'est grâce à mon oncle. Il vivait un culte pour ce mec-là. Lothar Matthaus, en visitant un peu l'histoire, je dis, ah ok, je vois le gars qui était, je dis, ok, c'est un immense joueur. Beaucoup de gens même disent, peut-être ma foi, même que c'est lui le meilleur joueur de l'histoire du football allemand. Certains aiment beaucoup dire ça. Beaucoup plus que Beckenbauer. Mon oncle, lui, il parlait du Matthaus. Il dit, pour lui, Matthaus était plus grand que Beckenbauer. C'était son avis et tout, et ça allez regarder le joueur qu'il a été, le truc, et surtout le capitaine et le truc emblématique, l'équipe de 90 d'Allemagne qui gagne la coupe, là c'est vraiment lui. Immense joueur de football, immense champion et autres et tout, il n'y a pas grand chose à dire. Lothar Matthaus aussi fait partie des joueurs allemands qui m'ont marqué. Après Lothar Matthaus, je pourrais encore citer qui? On pourrait citer est-ce qu'on peut pas partir un peu vers les mecs un peu des années 70 là? On va commencer à parler de tonton Gerd Müller, le meilleur buteur du mondial pendant très très longtemps.
Gerd Müller, qui est l'équivalent même du 9 à l'ancienne, du buteur, du renard des surfaces. Quelqu'un qui a marqué l'histoire des Coupes du Monde, notamment de la Coupe du Monde 70 et 74. 70 où cette équipe d'Allemagne finit en... Comment on appelle ça? Finit en demi-finale avec cette demi-finale légendaire contre l'Italie. Rappelez-vous un peu ce 4-3 fabuleux match contre l'Italie et autres, toujours conseil de le regarder. Et Gerd Müller aussi, qui avait marqué 10 buts lors de cette compétition. Puis la Coupe du Monde 74, il marque 4 buts. Surtout, il faut se rappeler même que la Coupe du Monde 74, c'était pas très bien parti pour cette équipe d'Allemagne là, qui avait eu un premier tour assez poussif, mais qui ont réussi à gagner à la fin. C'est l'un des plus grands buteurs de l'histoire du football mondial. Une incroyable carrière au Bayern. Le record que Messi avait de 91 buts là, une saison là, c'était le record de Gerd Müller qu'il avait enlevé en 2012, si vous vous rappelez. Gerd Müller, père à son âme, c'est un immense joueur de football. Hein. C'était vraiment un immense joueur, pas très grand, pas très petit, pas forcément une technique virtuose, mais un incroyable sens du but, un incroyable sens du placement. Vraiment, les attaquants à l'ancienne comme ils n'existent plus. Et tout, quelque chose que je voudrais que revoir un peu dans le football, quelqu'un qui était vraiment concentré pour marquer des buts. C'est ce qu'il a été, c'est peut-être même pour moi... Regardez, j'ai l'impression, je pourrais dire toujours que c'est le meilleur attaquant de l'histoire du Bayern. Hein. C'est vraiment le meilleur attaquant de l'histoire du Bayern. Et peut-être même le meilleur attaquant de l'histoire du football allemand. Hein. Alors, égalité avec un autre gars que je vais citer après. Et pour moi, il est le meilleur attaquant de l'histoire du football allemand. Clairement. Et tout. Et peut-être égalité avec celui que je reviens après. Miroslav Klose. Miroslav Klose, le meilleur buteur, l'un des joueurs les plus sous-cotés. Encore un Allemand. Vous voyez encore, lui aussi, il est dans le classement. Il y a eu énormément d'Allemands dans le classement de... Je vous ai dit, il y a énormément d'Allemands dans le classement des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. Klose est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il y a combien de... Vous avez cité... Oui, Siller, Klose, Jürgen Klinsmann, Gerd Müller. À 4, après on va citer encore un autre après, qui est encore là. Klose est le meilleur buteur de l'histoire du football, de la sélection allemande. Immense joueur. Moi, je l'appelle l'homme des Coupes du Monde. Moi, Klose, c'est l'homme des Coupes du Monde. Il en a pas fait, il en a fait 1, 2, 3, si je me rappelle, 2002, 2006, 2010 et 2014. Et il a été incroyable dans 3, dans 4, dans le 4e, il était un peu plus âgé, mais il arrivait toujours à être décisif. Il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Pour moi, même peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Top 5 des meilleurs joueurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Parce que c'était quelqu'un qui finissait un minimum, dans chaque Coupe du Monde qu'il a joué, minimum 4-5 buts. 4-5 buts. Avec un jeu très racé, très technique, pas un attaquant sous-côté. Il a une carrière en club aussi, vraiment une très belle carrière en club. Sa période au Werder de Brême était incroyable. Je vous ai raconté un peu l'histoire qu'il a vécue là-bas avec Patrick Romela, mais c'est pas le sujet. Une belle pioche un peu au Bayern, un peu où il formait un très beau truc avec Lucas Toni, si je me souviens bien, Ribéry là-bas, les années 2000 là. Et une belle pioche aussi à la Lazio, il a un très beau palmarès, je trouve. Je pense que quelqu'un qui a 2 Bundesliga, une coupe, super coupe d'Allemagne, une coupe d'Allemagne. Là, une coupe d'Italie avec le truc, il aurait pu avoir encore un très beau palmarès parce que lui, bon, il est un peu la génération maudite. En 2008, ils ont été en finale. En 2002, ils ont été en finale. 3e place en 2006-2010 et 3e place en 2012. Mais il a remporté la Coupe du Monde 2014 où cette année-là, il est devenu officiellement le meilleur buteur de l'histoire du mondial. Miroslav Klose est un immense joueur de football. Klose est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football allemand. Et pour moi, c'est l'homme des Coupes du Monde et l'homme de la sélection. Beaucoup plus même que le club. Pour moi, quand j'ai l'image de Klose, c'est plus l'image de Klose avec la sélection qui m'a marqué. C'est vraiment, pour moi, souvent, il y a ce que j'appelle les grands joueurs d'équipe nationale, et c'est ce qu'il a été. Il a été peut-être à côté, je le mets tout juste à côté de Gerd Müller, parmi les meilleurs attaquants de l'histoire. Je le mets au-dessus de Jürgen Klinsmann. Même. Certains me disent, comment tu peux faire ça? Et autres. Moi, il est au-dessus un peu de Jürgen Klinsmann. Il est tout juste à côté
tout juste à côté de Gerd Müller, tout parmi les attaquants les plus marquants de l'histoire du football allemand. Et après, je vais citer, on reste encore vers les contemporains. Il y a des gardiens qui ont été marquants. Je peux pas ne pas parler de ce gardien, Oliver Kahn. Ça, c'est le gardien qui a marqué mon enfance. Coupe du Monde 2002, extraordinaire. Mais qui a été marqué par la finale où il a fait 2 buts, malheureusement, mais elle a été extraordinaire. S'il gagnait la Coupe du Monde, là, franchement, on aurait même pu lui donner le Ballon d'Or. D'ailleurs, même pour moi, en 2001, il aurait mérité d'avoir le Ballon d'Or. Je dis pas que le Ballon d'Or de Owen était un mauvais Ballon d'Or, mais en 2001, franchement, quand il est fait partie, je pense, avec Effenberg, aux joueurs qui ont fait que le Bayern a gagné la Ligue des Champions l'année là. Quand on parle du Bayern qui est champion d'Europe en 2001, pour moi, il y a 2 joueurs qui ressortent vraiment. C'est Effenberg et lui. Et je pense on pourrait plus donner à Oliver Kahn le Ballon d'Or en 2001. Ça aurait été vraiment pas usurpé. Oui, les attaquants, c'est normal qu'on met les attaquants beaucoup plus que les... mais en 2001, on aurait pu donner à Kahn. Franchement, on aurait pu lui donner ça. Parce qu'il était incroyable, la saison 2001 là. Oh, incroyable la saison 2001 là. Un fabuleux joueur de football. Grand, parmi mes top 3 des meilleurs gardiens allemands de tous les temps. Qui a marqué son nom par une présence, par... Il était sûr sur ses lignes. C'est-à-dire que le gars, il avait un charisme, il faisait peur. Moi, je me rappelle, c'était quelqu'un qui foutait les jetons, gars. L'autorité qu'il avait sur le truc, il était tout. Et surtout que c'est très marrant un peu de voir Oliver Kahn dans la vie. Dans la vie, il est très doux. Bon, je dis pas qu'il est doux, mais il est très calme, très truc. Mais sur le terrain, c'était un monstre. Alors que quand tu le regardes dans les trucs dans la vie, tu te dirais qu'il est un peu père autoritaire, nanani, même pas. Bon, je dis pas qu'il a pas d'autorité, mais il est pas l'image. Les rares interviews que j'ai eu à voir Oliver Kahn, ça m'a choqué un peu. J'ai dit, mais attends, le mec là, il me foutait les jetons quand j'étais petit. Le mec là, il me foutait les jetons quand il était petit. Là, il a l'air truc. Souvent, il y a déjà des personnages comme ça. Mais là, lui, il y a Gattuso. Ils sont un peu comme ça. Gattuso aussi, c'est pareil. Il y a un très truc dans la vie. Dès qu'ils sont sur le terrain, il y a quelque chose qui switch et tout. Donc, Oliver Kahn est un fabuleux truc. Après, tout juste à côté de truc, je citerai aussi ce fabuleux peut-être même pour moi avant, qui était peut-être même le meilleur gardien. Je sais pas, peut-être on le met encore le meilleur gardien du football allemand, mais bon, il est plus pour moi dans ma tête. Mais il était pendant longtemps encore, même au-dessus de Kahn, Sepp Maier. Ah non, Sepp Maier aussi, c'était quelque chose. Quand tu regardes les images de Sepp Maier, là, l'équipe de 74, là, si elle gagne la Coupe du Monde, c'est aussi grâce à lui aussi. Ouais, on parle de Gerd Müller, on parle de Continent, on parle de tous ces mecs-là, ou Lyonnais, etc., ou le Breitner. Mais, Sepp Maier, my God, c'était vraiment pas de la blague, ce gars-là. Un personnage tellement important aussi de cette génération dorée du football allemand. Je pense que la génération des années 70, c'est la plus belle génération de l'histoire du football allemand. Moi, ces gars-là. Sepp Maier, c'était un incroyable gars qui avait un calme fou, qui était un palmarès de malade mental. Il a tout gagné, littéralement tout gagné. Le gars a tout gagné dans sa carrière. Bon, il a tout gagné. Championnat allemand, 3 Ligues des Champions, une Coupe des Coupes, une Coupe intercontinentale, une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe. Pardon, laisse tomber. Voilà l'histoire du Bayern, c'est les mecs là. Quand on passe souvent le Bayern, le Bayern c'est des années 70 avec ces boys là. Tous les gars que vous voyez, si vous voulez savoir où l'histoire du Bayern devient légendaire, vous regardez ça, vous partez pas loin, ne cherchez pas les années 50, c'est les années 70. Et vous regardez tous les mecs qui étaient des équipes 70 et autres et tout. C'est pas pour rien que l'équipe d'Allemagne, là même d'ailleurs, qui était structurée vraiment sur cette équipe de Bayern, a arrivé à faire, les mecs ils ont fait 70 où ils étaient en demi-finale de la Coupe du Monde, 72 où ils ont gagné l'Euro, 74
où ils gagnent la Coupe du Monde, et 76 où ils sont en finale de l'Euro et ils perdent au tir au but contre la Tchécoslovaquie, les gars. C'est-à-dire, ça s'est joué à rien. Et même encore après, même si 78, je sais pas s'ils sont en demi-finale, je pense qu'ils sont en demi-finale en 78 de la Coupe du Monde, si je me trompe pas. Et en 80, ils gagnent la Coupe d'Europe, hein. Ils gagnent la Coupe d'Europe avec les jeunes, les Ben Schuster, les trucs. Les générations de fous. Les Allemands, c'est des malades. C'est des malades. On les a trop, malheureusement, on les a trop dénigrés, ces gars-là. C'était incroyable. Et Sepp Maier, c'était vraiment pour moi l'un des meilleurs attaquants, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du foot de ce pays, l'un des meilleurs gardiens même de l'histoire du foot. Vraiment, qui avait une agilité, une flexibilité, une rapidité. Il était toujours très truc. Oh, il était incroyable. Allez regarder les images du gars. Mais, mention spéciale à Manuel Neuer. C'est le meilleur gardien allemand de l'histoire. Il a dépassé Sepp Maier, il a dépassé Oliver Kahn. On va pas faire dans la nostalgie, c'est juste un fait. Le boy a dépassé ces mecs-là. Le gars a révolutionné le jeu. Manuel Neuer a révolutionné ce jeu. Il a révolutionné ce poste. Il a créé le gardien libéraux. En 2014, ce qu'on le voyait faire, on voyait le gardien libéraux là. C'est la première fois que je voyais ça. Dans l'histoire du foot, c'était la première fois. Manuel Neuer est pour moi, peut-être même, je vais le dire, hein, il est peut-être le meilleur gardien de l'histoire du foot. Devant Lev Yashin, devant Sepp Maier, devant Buffon, devant Casillas, devant énormément de, c'était Higuita, c'était un peu, il était trop un peu dans le show. C'était moi, énormément de gardiens. Manuel Neuer est le meilleur gardien de l'histoire du foot. Il est le meilleur gardien de l'histoire du foot. Dans la manière dont il a changé ce jeu-là et comment l'impact, c'est-à-dire que le jeu au pied là, maintenant, qui est tellement truc sur les gardiens en ce moment-là, c'est à cause de Manuel Neuer. Il y a des gars qui étaient comme ça, c'était pas le premier. Barthez aussi essayait, plus ou moins. Enfin, à un moment donné, à Manchester, il faisait quelques conneries. Il y avait plein de gars qui faisaient aussi ce truc de jeu au pied et tout. Mais Manuel Neuer, vraiment, il a changé ce poste-là. Le truc du gardien libéraux, là, non. Quand tu regardes les gardiens aujourd'hui, c'est le style de Manuel Neuer qu'ils imitent. Tous les gardiens. Manuel Neuer, pour moi, c'est le meilleur gardien de l'histoire du foot. On disait souvent, Lev Yashin est quelqu'un qui a révolutionné. C'est quelqu'un, pour moi, qui a révolutionné ce poste-là, Pour moi, un gars qui a révolutionné ce poste-là, c'était déjà Lev Yashin. La manière de montrer qu'un gardien ne pouvait pas seulement rester sur ses lignes et autres, tout, il pouvait partir dans tous les trucs de la surface et autres, tout. C'est ce que Lev Yashin a un peu apporté dans le football. Mais Manuel Neuer, il a apporté un autre délire. Il a apporté, mais je me rappelle le match contre l'Algérie en 2014. S'il n'est pas là, l'Allemagne ne gagne pas ce match-là. C'est lui dans les percées de Fegouli, les percées de Brahimi, et autres, toutes certaines occasions, et autres, tout qui vient au milieu de terrain, casser les actes. En fait, il tuait même, c'est même ça, il tuait les tentatives d'occasion de l'Algérie. C'était même pas qu'il y avait des occasions qu'il enlevait, c'est-à-dire, il tuait les tentatives d'occasion parce qu'il anticipait le jeu il a changé ce poste-là. Il a créé un autre poste qui est le gardien. Pour moi, c'est le meilleur gardien de l'histoire du foot. Hands down. Meilleur gardien de l'histoire du foot. Incroyable. Vous pouvez me citer tout ce que vous voulez. Il n'y a personne, pour moi, qui a surpassé Manuel Neuer et autres. Il a changé ce poste-là à jamais. Et c'est pour ça que je dis même que les Allemands aussi, ça c'est quelque chose. C'est un grand pays d'attaquants et un grand pays de gardiens. Grand pays d'attaquants, grand pays de gardiens. Je sais pas si on pourrait dire défenseurs, parce que souvent dans ce plan-là, ils ont pas eu tout le temps des grands défenseurs. Ils ont eu des grands défenseurs, mais c'était pas le truc, mais des gardiens qui ont, dans les deux postes qui ont marqué l'histoire du foot, gardiens et attaquants. Et la preuve en est, regardez les classements des meilleurs buteurs de Coupe du Monde, où tu as les meilleurs, tu as que des Allemands, mais comme un aussi, et peut-être pour moi dans la liste, mon préféré et mon joueur allemand préféré, dont j'ai fait même déjà un sujet, Thomas Müller, qui a encore lui aussi changé le football. Le Raumdeuter, il a créé ce poste-là, l'interprète d'espace, un footballeur comme j'ai rarement vu dans l'histoire du foot. C'est quelqu'un qui sera très 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 compliqué à expliquer pour les jeunes générations de foot après. Parce que quand on vous les dira que ce gars-là est un grand joueur, les jeunes générations auront du mal à comprendre pourquoi il était si incroyable. Mais ce côté interprète d'espace, ce côté
de jongler un peu avec plus ou moins ses qualités un peu là. Comme j'ai dit, soit un sorte d'élève qui a 12 partout, il sait jouer. Mais ses qualités, pas rapide, mais pas là, pas forcément un buteur, mais quelqu'un qui est pas maladroit devant le but, pas forcément quelqu'un qui a une vision du jeu exceptionnelle, mais il a une belle lecture de jeu, et il jongle avec tous ces trucs là, il sait anticiper l'action, c'est te placer. Pour moi, si tu veux être un joueur professionnel de foot, on va dans les centres de formation, c'est Thomas Müller que je montre. C'est Thomas Müller, je dis, regardez comment quelqu'un n'a pas un physique extraordinaire, n'a pas forcément une technique hors norme. Il est technique, mais il n'est pas une technique hors norme. Et comment il jongle avec ses qualités, avec de l'intelligence de jeu, dans le placement, dans la manière d'interpréter un peu l'action avant qu'elle arrive. Le truc, c'est un fabuleux joueur. Il a été mon joueur préféré des années 2010, ce mec-là. Thomas Müller, et en plus, il est parmi les meilleurs buteurs de l'histoire là, du monde. Je pensais même qu'il allait devenir même le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, là où il partait là, puisqu'il marquait déjà beaucoup de buts. Donc, mais il est parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Encore un Allemand. Thomas Müller est un incroyable joueur de football. Une grande carrière. Je crois que là, il a terminé sa carrière au Bayern et tout. Mais c'est un immense joueur. Je pense qu'il est, je sais plus s'il est toujours le joueur le plus titré, le joueur le plus titré de l'histoire du football allemand. Je pense que c'est Kroos maintenant. Ouais. Non, il est avec Kroos. Avec Kroos, il est le joueur le plus titré du football allemand. Il a presque tout gagné. Il a gagné 2 Ligues des Champions. Il a gagné, comment on appelle ça, 2 Ligues des Champions, je ne sais pas combien de championnats d'Allemagne. Il a gagné une Coupe du Monde, il a gagné tellement de choses. Il est pour moi l'un des plus grands joueurs de l'histoire du foot, hein, Thomas Müller. Ça choque hein, de dire ça pour moi, mais moi je le place parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du foot, et quelqu'un qui a révolutionné aussi ce jeu-là avec ce rôle qu'on a appelé Raumdeuter là. Il est vraiment l'un des plus grands joueurs de l'histoire du foot aussi. Un palmarès hors norme, une carrière extraordinaire, et encore parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection. Nous devons célébrer un boy comme ça. Et après, qui je citerai? Il y a plein de gens que j'oublie, hein. Il y a plein de gens, je pourrais pas tous les citer, hein. Il y en a plein de gens que j'oublie, les mecs. Il y a plein de gens que j'oublie, mais je pourrais encore citer qui? Je pense que je vais quand même le citer. Je pense que je vais quand même parler de lui. Et tout. On va pas quand même faire la connerie de l'oublier. Franz Beckenbauer, qui est pour moi le plus grand. Je sais pas s'il y a à dire quelque chose sur Franz Beckenbauer. Je sais pas s'il y a quelque chose à dire sur le mec là. Vous voulez qu'on me dise quoi, le boy? Vous voulez qu'on dise quoi? À part si c'est le plus grand, à part que si le football allemand, c'est lui. Il y a quelque chose à dire. Le mec, il a carrément, je pense même le rôle de libéraux, c'est lui qui l'a créé, je pense. Même Franck Leboeuf le disait encore que s'il est devenu joueur de football, c'est parce qu'il regardait ce gars-là. La manière, comme on dit souvent, ouais, les défenseurs, Ramos, blablabla, et autres et tout. Je dis, allez, regardez Beckenbauer. Je pense pas que Ramos était comme ce mec. Beckenbauer taclait debout. Le gars pouvait jouer. S'il voulait, il pouvait même jouer meneur de jeu, le boy, là. S'il voulait. S'il voulait. Parce que quand je regarde sur les images, je dis, mais attends, ça c'est quoi ça? C'est Laurent Blanc fois 100 000. fois 100 000, le mec. À 100 000, je regardais sur les vidéos de Laurent, je dis, non, c'est ça Beckenbauer, en fait. Oh là là. Non, mon père technique, truc, lecture de jeu, là, des trucs. Parfois, il était même le meneur de jeu devant la défense. Il était le meneur de jeu en défense. C'est lui qui dirigeait le jeu en défense. Le jeu de l'équipe d'Allemagne de 74, ça c'est lui qui dirige le jeu devant. Dans la défense. C'est le meneur de jeu dans la défense. Allez voir les matchs. C'était le meneur de jeu dans la défense. Le jeu passait par lui. Ben, j'ai jamais vu ça jusqu'à aujourd'hui dans le foot où tu vois un défenseur qui impacte le jeu de son équipe comme ça. C'est que on dit, bon, ok, c'est lui qui va être notre meneur de jeu. Il est dans la défense. Mais c'était fou, ça. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, à part avec lui. Ce qu'il a été, donc.
Moi, je sais pas, je veux pas trop m'attarder sur Beckenbauer parce que franchement, c'est tellement une évidence de dire qu'il doit être athlétique. C'est le plus haut. Il n'y a pas plus grand que le gars là. Il n'y a pas plus grand que Beckenbauer dans le football allemand. Il n'y a pas plus grand. Bon, tout, mon oncle, je sais pas, il a une préférence pour, une préférence pour, comment il s'appelle là, Mataus, mais Beckenbauer, il est juste le plus grand et autres et tout, et qu'il repose en paix. Lui et l'autre Zozo de Johan Cruyff sont en train de boire un bon thé là-bas au paradis où ils se ressassent un peu toute leur vie passée sur terre, et c'est magnifique. Les deux là ont écrit sûrement l'une des plus belles pages de l'histoire du football, en tout cas celle des années 70. J'ai cité Beckenbauer, je peux mettre encore qui? Il y a un que j'aimerais parler, qui est un de mes préférés, mais qui, malheureusement, je le place pas, comment dire? Les gens ne le placent pas haut dans le football allemand parce que bon, il a une carrière contrastée un peu en équipe nationale. Je citerai même ces deux-là, même d'ailleurs. Ben Schuster. C'est un de mes joueurs allemands préférés. C'est Toni Kroos avant Toni Kroos, si vous voulez. Le gars là, il était extraordinaire. Mais c'était une tête brûlée. Il a fait juste l'Euro 80, là où il a été extraordinaire et tout. Après, il n'est plus jamais revenu parce qu'il s'est fâché avec le truc. Mais allez regarder sa période au Barça, allez regarder sa période même au Real Madrid, allez regarder sa période à l'Atlético. Il a fait le grand chelem, mais il a joué pour le Barça, le Real et l'Atlético. C'est extraordinaire, le mec. Extraordinaire, ce joueur de football là. Extraordinaire. Et je me demande souvent s'il avait eu un caractère un peu beaucoup plus assagi et tout. Peut-être il aurait été plus haut parce que c'était un prodige du football. Vraiment. Quand il fait l'Euro 80, là, il a que 20 ans. Il est incroyable, c'est l'Allemagne gagne grâce à lui. Il était extraordinaire. Après, il se fâche, il ne va pas à la Coupe du Monde 82, etc., etc. Je pense même que s'il avait eu l'émergence qu'il avait, Mataus n'aurait pas eu la carrière qu'il a eu. Parce que quand à l'Euro 80, Mataus était remplaçant. Tandis que lui, il était titulaire. Et je pense que si Ben Schuster avait été il n'avait pas eu les problèmes là, Mataus, mais en équipe nationale, il jouait même pas. Il entre un peu dans cette catégorie de joueurs allemands. J'appelle les joueurs allemands un peu contrastés. Un autre aussi qui entre dans ce délire-là, c'est Ozil. Ozil, très belle carrière, on n'en parle pas, l'un des derniers numéro 10 de l'histoire du foot. Mais ça a été aussi contrasté à un moment donné, surtout à la période de 2012, après 2013 et 2014, où il n'est plus vraiment là, physiquement, il ne répond plus. Côté, il est presque inexistant à la Coupe du Monde 2014, etc., etc., etc. Je le mettrais, vous savez ce qu'on Ozil est et tout, c'est compliqué. Puis après Ozil, je mettrais un de mes préférés aussi de l'histoire, mais qui a eu des gros problèmes avec l'équipe nationale, c'est Stefan Effenberg. Grand joueur de l'histoire. Bayern. Le Bayern qui gagne la Ligue des Champions en 2000. Le Bayern qui gagne la Ligue des Champions en 2001, c'est grâce à ce mec-là. Stefan Effenberg. Mais quelle tête brûlée. Mon Dieu, quelle tête brûlée. D'ailleurs, même avec l'histoire là où il avait, qui est la femme de son coéquipier là, comment il s'appelle, c'était Strunz, je pense un peu, ce genre de truc là. Qu'il n'était pas forcément aussi catholique, quelqu'un qui a gagné presque tout en club, hein. Il a gagné tout en club, la Coupe intercontinentale, le champion de Milan, il a été 3 fois champion allemand, il a une résurrection un peu à la fin de sa carrière. Et puis je me rappelle plus, je sais plus si c'était en Coupe du Monde, l'Euro 92, ou l'Euro 92, il était extraordinaire aussi, hein. Ça, oui, je ne sais pas comment il fait, les gars là fait, les boys là perdent contre le Danemark en 92, ça n'a aucun sens. Les gars là, Effenberg en 92, il était très bon. Allez, comment il s'appelle encore l'autre gars qui était en Allemagne là, qui est parti à Dortmund là, il s'appelait Riedle. Je crois qu'il s'appelait Riedle, le gars là. Voilà, c'était Karl-Heinz Riedle, je pense. Là, oui, c'est Riedle. Il a gagné même une Ligue des Champions avec Dortmund, je pense. 92, ils étaient trucs. Je sais pas si c'est en 94 où il avait fait le bras d'honneur. C'était quand?
Je pense que c'est en 94. Lui avait fait le bras d'honneur. Je sais pas si c'était à son coach ou téléspectateur. Je sais pas. Éjecté de la sélection pour ça. Je crois que c'était ça. Je pense que c'était ça. C'est un tête brûlée, mais un gars qui a été à la fin de sa carrière un grand capitaine. Un très grand capitaine du Bayern et autres. Je le dis toujours. Bayern qui gagne en 2001, c'est grâce à Stefan Effenberg et à Oliver Kahn. Et Stefan Effenberg, un peu si vous voulez voir, bah c'était un peu Kroos, c'était un peu Schweinsteiger, c'était un peu ces mecs-là dans la façon de jouer. C'était très technique, très fait, une vision de jeu extraordinaire et tout. C'est un peu dans la même catégorie que les Ben Schuster avait un peu moins de vivacité. Mais Kroos, Schweinsteiger, ce genre de mec là. C'était ça, Effenberg. Allez regarder les images, c'était un immense joueur aussi. Mais tête brûlée. Trop tête brûlée. Il faut des têtes brûlées parfois dans le football, mais quand ils sont bien canalisés, et justement, je pense que Omar Hitzfeld avait été celui qui a le mieux canalisé Stefan Effenberg jusqu'à il était le capitaine du Bayern à l'époque. Quelque chose qu'on n'imaginait même pas, Stefan Effenberg, c'était une tête brûlée dans les années 80, au début des années 90. Fabuleuse carrière aussi, je voulais citer autre parce que c'est un de mes joueurs allemands préférés aussi. Un peu l'histoire un peu oubliée, un peu qui ça là, et j'avais envie de leur parler, une carrière en équipe nationale, pas forcément ouf, mais un joueur allemand qui m'a beaucoup marqué. Et je pourrais citer encore qui? Oui, on peut citer Gunther Netzer, on peut citer Polo Breitner aussi qui est tout un personnage, on peut citer énormément DS, on peut citer énormément, je peux citer énormément de joueurs un peu allemands. La génération 2010, j'ai cité un peu, peut-être Podolski aussi est un grand joueur de l'équipe nationale, parmi les meilleurs buteurs de la sélection aussi. Il a été aussi l'homme des Coupes du Monde. Sa carrière en club, elle ressemble pas forcément à ce qu'il a rapporté en équipe nationale. Il a été beaucoup à Cologne et énormément de temps à Cologne. Souvent, les gens l'appelaient même Podolski, FC Podolski, FC Cologne. Fabuleuse truc, mais il a été incroyable en sélection. Incroyable. Coupe du Monde 2006, Coupe du Monde 2010. Podolski extraordinaire. 2014, il n'était pas trop là. Et autres, on l'avait appelé. Quand même pour récompenser un peu de ses années en sélection, même l'Euro 2008, il est top là-bas. Je mettrais Podolski aussi comme l'un des joueurs derrière, même il a fait fortune dans le burger, je pense, dans la restauration. Il a la tête d'une grosse fortune maintenant là, parce que lui et son associé, ils ont fait fortune sur le burger et tout ça explose là-bas en Allemagne. En tout cas, je suis content pour lui. Les joueurs, mais je peux citer là, franchement, je veux pas trop radoter. S'il y a des gars que vous pouvez me citer encore là, parce que le football allemand c'est trop, il y en a trop, on peut passer même 3 heures pour parler des gars qui ont été marquants, que ce soit même dans l'équipe de 5. En 4 là, l'équipe de 5 en 4, il y a les comment il s'appelle, Olaf, Helmut Rahn, il y a plein, hein. Helmut Rahn de l'équipe de 5 en 4 qui avait. Je viens de me rendre compte de ça dans le montage, soi-disant. Oh non, je ne peux ne pas parler. Au moins, non. Putain, je me suis rendu compte de ça. Je ne peux pas parler du football allemand sans avoir parlé de Karl-Heinz Rummenigge. Quand même. On va pas ne pas évoquer ce mec-là. Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge. Fabuleux attaquant de l'Inter de Milan et fabuleux attaquant même pour moi l'image même du football allemand, du Bayern, un gars qui a été incroyable un peu c'est pour moi c'est un des personnages les plus importants de l'histoire de l'histoire du football allemand, même maintenant hein, il est comment ils disent là, chairman un peu lui qui gérait un peu l'exécutif un peu du Bayern pendant très longtemps. Maintenant, c'est lui qui est revenu dans l'exécutif un peu du football allemand un peu. C'est un peu lui les têtes pensantes maintenant un peu du football allemand, mais le joueur qu'il a été, il a été 2 fois Ballon d'Or. Il a gagné l'Euro en 80, il a gagné la Coupe du Monde en 82. Il n'a jamais gagné la Coupe du Monde malheureusement.
Il n'a jamais vraiment gagné la Coupe du Monde. Il a été champion d'Europe seulement. Mais attendez, on parle d'un monstre du football. C'est un monstre du football. Monstre. Il a été malheureusement seulement 2 fois finaliste. Coupe du Monde 82 et la Coupe du Monde 81, encore parmi les meilleurs buteurs encore du football allemand. Comment je peux pas, je fais un sujet, je ne parle pas de Karl-Heinz Rummenigge. C'est scandaleux, mais pour moi, si on peut vraiment résumer l'image de Karl-Heinz Rummenigge, si pour parler de Karl-Heinz Rummenigge, il faut parler du match France-Allemagne 82. Ah ouais, je sais que pour certaines générations de Français là, quand je vous évoque ce truc-là, pour moi, qui est pour moi le meilleur moment même du football français, je pense, plus que 98 même, je pense. Il faut l'évoquer. Ce que Rummenigge fait en 82 là, ça définit même qui était le boy là. Ça définit même comment les joueurs allemands sont. Les mecs sont menés 3-1. Le gars est au banc. C'est pas, je crois qu'il était malade, le gars. Les gars en train de secouer le coach un peu, tu dis que non, on est en train de se faire battre par les Français là et autres. Fais-moi entrer sur le terrain. Dès qu'il entre sur le terrain, tu vois les Littbarski, tous les joueurs qui étaient avec les Littbarski qui avaient des mains sur les genoux et autres, tout, ils se relèvent, ils changent le mindset des gars. Et les gars font une remontée monumentale à comment on appelle ça, à la prolongation, alors que normalement l'Allemagne doit perdre ce match. On montait à la prolongation où ils reviennent à 3-2. Après il y a ce fabuleux but de Fischer, le retourné de Fischer là à la 3-3. Non mais cette séquence là résume parfaitement Karl-Heinz Rummenigge. Mais je résume même tout la mentalité du football allemand. C'était des gagneurs. C'était un gagnant, attaquant, raciste, attaquant allemand, ou tout raciste, ou tout, mais c'était des gagneurs. Merde. Les gars ont mené 3-1, ou tout le boy, il est en train d'activer son coach, il dit, mais mets-moi sur le terrain. Le gars, il n'est plus malade, le gars. Il peut pas accepter que la France, là, qu'il faut comprendre la France c'est rien dans le football à ce moment-là. C'est vraiment rien et autres et tout. C'est David contre Goliath. On se fait battre par les Français. C'est quoi ça? Pour lui, c'était inconcevable. Mettez-moi sur le terrain. Tu vois, il arrange les mecs et autres et tout. Ça change 3-3. Waouh! C'est, pour moi, quand tu me parles de Karl, c'est cette image-là. C'est cette image-là. Quand mon père et mon oncle me racontaient ça et autres et tout, je me rendais compte et autres. Et avec l'âge, maintenant, je me suis rendu compte à quel point c'était un truc, je ne pouvais pas ne pas parler Karl-Heinz Rummenigge. Il a une carrière extraordinaire, mais si je voulais résumer une image, pour moi c'est la Coupe du Monde 82, ce match contre la France là. Ça résume totalement le joueur, le truc, et même la mentalité du football allemand en général. Mais je voulais un peu placer ça avant le tout là. On revient sur la fin de ma vidéo. Fait que la Hongrie ne gagne pas la Coupe du Monde. Il y en a plein. Trop. Je peux pas vraiment le truc là, c'est un trop grand pays de football. Trop grand pays de football. Et je parle même pas encore des talents gâchés. Il y en a trop. Il y en a eu énormément. Voilà un peu globalement un peu ce que je pouvais parler du football allemand. Et c'était un peu mon sujet sur Ous de Best. Pour moi, le plus grand, c'est Beckenbauer. Bon, c'est évident. Il n'y a pas besoin de faire un débat là-dessus. C'est lui, le gars le plus grand. Et voilà un peu plus ou moins les joueurs allemands qui m'ont marqué. Je pourrais plus citer énormément, mais on aurait passé 6 heures, 7 heures de vidéo et c'est pas le but de faire des vidéos aussi longues. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Regardez aussi notre sujet sur Patreon sur Ben Arfa. Je pense que ça va vous plaire aussi. J'ai sur Ben Arfa qu'on a fait. Et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.